Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai, Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 7e émission, donc déjà. Et donc aujourd'hui, nous discuterons avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut Vivien, bonsoir à tous. Ça va bien ? Oui, la super forme. Notre première émission de l'année 2022. Oui, en enregistrement, pas en diffusion. On a aussi avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline. Bonjour du futur. Non, du passé pour le coup. Bah non, on est en avance. Oui, donc tu parles à nos auditeurs du futur. Mais tu parles au futur. C'est ça. On va réussir à se comprendre, ça vient. À un moment donné ou à un autre, on va réussir, ça va le faire. Donc ok, ça a l'air de bien aller en tout cas. Mais oui, ça va très bien. Cool. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Vivien. Moi je pense effectivement qu'on parle aux gens du passé, et si ça se trouve du coup, du futur, et avec le Covid, et on parlera qu'à des zombies d'ici là. Mais bon, voilà. C'est bien d'être optimiste comme ça. Bon, pour les zombies qui nous écoutent et qui n'auraient sur le coup jamais écouté l'émission avant aujourd'hui, donc je rappelle un petit peu le principe. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme, nous discuterons autant du fond et de la forme. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Ça nous permettra aussi pour le coup de progresser. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, Le Retour de Martin Guerre. C'est cette nuit-là qu'il est parti. Et pendant tout ce temps, pas une seule nouvelle ? Rien. C'est moi, Martin. Il a bien changé, non ? Si on s'était tous trompés. C'est toi, Martin Guerre ? Oui, c'est moi. Tu es bien sûr. T'es un imposteur. Tu vas avoir ce que tu mérites. Pourquoi je me serais fait passer pour un autre ? Pour avoir une maison et une femme. Mais c'est ma maison. C'est ma femme. Je me suis dit, c'est toi qui me trompe, moi aussi. Alors il est votre mari ? Oui ou non ? Donc, étant donné que pour le film du jour, c'est Gabriel qui a beaucoup insisté, et a raison, pour que nous traitions de ce film, je voulais lui laisser le soin de l'introduire auprès de nos auditeurs. Je te laisse la parole, Gabriel, pour nous présenter donc Le Retour de Martin Guerre. Merci Vivien. Donc, Le Retour de Martin Guerre, un film de 1982, réalisé par Daniel Vigne, à qui l'on doit également Jean de La Fontaine, Le Défi en 2006, la série Highlander, le saviez-vous? La série Highlander de 1992. Je l'ai appris en faisant mes petites recherches pour l'émission. Je trouve ça super étonnant. Ah ouais. Et en 2014, un documentaire Martin Guerre, Retour au village. Donc j'ai pris que 3 petits exemples, mais Daniel Vigne a été très productif, soit en assistant réel, soit en réalisateur lui-même.
et c'est aussi un scénariste. Donc, dans ce film, nous retrouvons pour acteurs principaux Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Maurice Barrier, Roger Planchon, ainsi que Dominique Pinon. Donc, un scénario de Daniel Vigne et de Jean-Claude Carrière, d'après le roman The Wife of Martin Guerre de Janet Lewis et le récit The Return of Martin Guerre de Nathalie Zemon Davis, qui sont eux-mêmes inspirés d'une publication de 1561 du juge Jean de Coras, qui relate l'affaire qu'il avait lui-même instruite. On part donc d'une affaire historique qui a vraiment existé. On peut noter aussi qu'Alexandre Dumas évoque longuement cette histoire dans son roman historique Les Deux Dians de 1846. Donc, ce film relate l'histoire de Martin Guerre qui revient après la guerre dans son village auprès de ses proches et de sa famille. Et au plus le temps passe, au plus les villageois ainsi que sa famille se posent la question de savoir est-ce que la personne qui est revenue est le vrai Martin Guerre ou pas. Ce film fait l'objet d'une adaptation américaine, Somersby, de 1993, réalisée par John Amiel, et l'on peut noter Danny Elfman à la bande-son originale, donc le grand compositeur des films de Tim Burton notamment, et un casting très intéressant, donc Richard Gere, Jodie Foster et Bill Pullman. Mais pourquoi c'est pas celui-là qu'on a regardé? Ben moi, je viens de le voir juste. J'en ai parlé, hein. Ouais, ben moi, je viens de le voir juste avant l'émission, je coup pour jeter un œil dessus. Oui, d'accord. Donc moi, c'est tout frais dans ma tête. Si vous voulez, je vous en parle. Mais bon, je vais garder ça sur la fin de l'émission. Ouais. Mais si je veux spoiler un peu, c'est moins intéressant que Martin Guerre sur les points qu'on va aborder. On peut noter quelques récompenses qu'a reçu ce film. Au César du cinéma 1983, César du meilleur scénario original ou adaptation, César de la meilleure musique et César du meilleur décor. Voilà. Pourquoi je tenais à ce qu'on parle de ce film? Eh bien, c'est parce qu'à mon sens, c'est tout à fait un film de sceptique, puisque nous avons ce personnage qui revient et qui se présente comme Martin Guerre, et toutes les personnes qui ont des doutes vont mettre en œuvre un jugement, donc une sorte de tribunal, et pour déterminer si Martin Guerre est le vrai Martin Guerre ou pas. Finalement, on retrouve vraiment beaucoup d'éléments de scepticisme et de comment les enquêtes étaient menées au XVIe siècle. Donc oui, sur le coup, merci beaucoup Gabriel pour cette proposition, parce qu'effectivement, moi j'ai découvert ce film grâce à toi, sur cette histoire de Martin Guerre que je connaissais absolument pas du tout, et même le film je connaissais pas du tout. En fait, véritablement, finalement, à part les acteurs du film, je connaissais absolument rien. Parce que même Daniel Vigne n'est pas du tout un réalisateur qui a marqué l'histoire. Donc effectivement, il a remporté 3 Césars, mais quand on voit ce qu'il y avait en face, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de grands films en face, quoi. Donc bon après ils sont pas démérités ces Césars, hein. Véritablement les décors sont pas mal foutus. La musique, j'accroche plutôt bien. Enfin, il y a un thème qui revient assez souvent, mais qui est plutôt sympa, qui nous met bien dans l'ambiance. Et pour le meilleur scénario original, effectivement, à partir du moment où, comme nous, on s'intéresse vraiment à ce qui est des films, on va dire entre guillemets un petit peu ludiques, qui nous interpelle en tout cas sur les notions de doute et de vérité, et de comment justement essayer de faire la part des choses, de découvrir la vérité. Ben là, c'est exactement un film comme ça, et qui est extrêmement, à mon sens, bien mené là-dessus, sur comment en fait le film va essayer petit à petit de semer des indices par-ci par-là, et pour les deux thèses, pour la thèse plutôt pour et pour la thèse plutôt contre, qui va faire qu'en tant que spectateur, on va avoir énormément de mal justement jusqu'à la fin du film à essayer de savoir si c'est véritablement ou pas il y a une usurpation d'identité. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment le scénario qui fait vraiment à mon sens, vraiment l'intérêt du film. Là où moi je suis un peu plus limité, c'est sur la mise en scène est somme toute assez classique. On n'a rien de bien affriolant. On va dire que même au niveau de l'actorat, il n'y a pas grand-chose qui nous emporte. Enfin, en fait, même dans le film, on va dire émotionnellement, on n'est pas très emporté. On est emporté au niveau de la réflexion, mais au niveau émotion, c'est
c'est assez bof, quoi. Disons, on va pas avoir de grandes émotions, je trouve, durant le film. On a, au niveau de l'interprétation, effectivement, on a Depardieu qui fait du Depardieu, quoi. Donc, bon, ça, voilà, on a le personnage, en fait, c'est pas le personnage de Martin Guerre, c'est le personnage de Depardieu, en fait, hein. S'il y a une usurpation d'identité, elle est là, en fait. Et bon, on a Nathalie Baye qui est bof, quoi. Enfin, moi, j'accroche pas tellement, mais en même temps, elle a un jeu, je pense, qui correspond à son personnage, qui est assez effacé pour le coup. Donc, à la fois, on a un jeu qui ne transporte pas plus que ça, mais qui correspond à sans doute ce qu'on lui demande. Mais là où j'étais beaucoup plus intéressé, je trouve que bon, le meilleur acteur du film, c'est Roger Planchon, donc, qui à mon sens porte vraiment toute la seconde moitié du film et qui joue donc le rôle du juge, qui va nous amener à nous interroger justement là-dessus. Et je trouve ce personnage extrêmement intéressant parce que justement c'est le sceptique du film et il le joue réellement vachement bien. Parce qu'il a énormément, il a accès à toute une palette d'émotions à chaque fois qu'on lui révèle quelque chose. On sent que le personnage à l'intérieur, sa turbine qu'il est en train de chercher, qu'il est en train de décortiquer cette affaire. C'est vrai. Donc voilà au niveau un peu de l'acteur. Après c'est vrai qu'on peut aussi, comme tu l'as déjà dit, on peut remarquer des petits rôles au niveau de Dominique Pinon, qui a un tout petit rôle dans le film, qui a d'ailleurs été nominé pour l'Oscar du meilleur espoir masculin. Bon, il l'a pas eu. Pour ça? Ah oui, je sais pas. Ouais. Ah, les boules. Pour ça? Il a pas beaucoup de phrases dans le film. Oui, oui. Non, et puis il a un rôle pourri quand même. Oui, en plus il a un rôle pourri. En plus il a pas. Dominique Pinon, malheureusement, on lui a souvent filé des rôles pas terribles. Hein. Heureusement qu'il y avait Jeunet et puis Caro qui lui ont donné un peu plus des trucs intéressants, mais. C'est clair. Et effectivement, il y a aussi Chicky Cario qui fait une brève apparition. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, ça c'est sûr. Qui en plus, franchement, je sais pas si c'est du spoil, mais le moment où il apparaît, c'est quand même un truc extrêmement important. C'est pas du tout pris en compte dans le procès, donc c'est assez bizarre. Et bon. Et donc après le seul truc sur lequel je voudrais avancer, c'est que, alors là où j'aime bien aussi ce genre de film, c'est que c'est un film donc des années 80 comme tu l'as dit, et j'aime bien parce qu'il y a vraiment une ambiance typique de ce genre de film des années 80 un peu historique, en tout cas qui se passe dans le milieu rural, c'est-à-dire qu'on a vraiment une ambiance très particulière due sans doute au mixage en tout cas son qu'on faisait à cette époque-là et au rythme qu'on donnait au film, c'est-à-dire que le rythme de Martin Guerre n'est pas un rythme effréné. Hein, c'est un rythme assez posé pour le coup, ce qui fait un film assez classique, mais aussi qui nous permet de prendre du temps à réfléchir à ce qu'on nous met devant les yeux. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi un film qui n'est pas verbeux en fait, c'est-à-dire qu'il y a des longs moments de silence où les personnages ne se parlent pas forcément, et c'est très présent dans ces films-là. Et je trouve qu'en fait, moi j'aime bien, c'est un petit attachement personnel à l'ambiance qui est posée justement avec le nombre de bruitages qu'ils vont mettre, qui vont permettre en fait à l'environnement de vivre. Donc ces espèces de bruitages de feu qui crépitent dans la cheminée, ces bruitages d'objets qui prennent quand même une grande place, ces bruitages de vent, ces bruitages de cris d'oiseaux, etc. C'est des trucs que dans les films d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins. Et bon, moi, c'est un attachement personnel que ça, pour le coup, dans le film, quand il y a des moments comme ça me transporte. Ça donne du corps, en tout cas, à l'environnement du film. Voilà, ça montre bien que le film a mérité aussi son César du meilleur décor parce que l'ambiance, le décor, tout ça fonctionne plutôt bien pour le coup. Ouais. C'est ma tête de smiley pendant à peu près, ouais. Non. Mais. Mais quoi? Mais le film ou mais le décor? Mais alors bon, je suis absolument d'accord avec toi sur l'ambiance, mais je trouve que c'est effectivement pour moi très typique d'une période où on se gargarisait de faire des films avec des rythmes très théâtralisés, très posés, comme ça, où on revenait au goût du classique en fait et du théâtre classique, hein, pour le dire comme ça, genre c'est presque comme si on mettait Racine en scène, et ben moi ça me plombe le rythme quoi. Quand même, je me suis ennuyé plus d'une fois dans le film, et alors je trouve ça extrêmement dommage aussi pour un rôle comme celui de Nathalie Baye en fait, qui du coup alors est excellente, elle fait passer un tas d'émotions, mais en fait elle est là presque que pour ses beaux yeux en fait et son attachement au personnage principal. Mais non, moi du coup, par contre, effectivement, j'ai pas réussi à accrocher du tout à l'ambiance et au décor, aussi bon soit-il, à cause de ça, à cause de ce rythme qui m'a tout plombé. Moi, ce que je voulais noter aussi, c'est surtout les costumes qui, je trouve, sont très bons et qui ont un côté un petit peu sale, qui est assez réaliste. En plus d'être beaux, ils sont assez réalistes.
Et puis il y a un autre truc surtout, c'est qu'on voit des paysans qui travaillent. Le travail, dans la présentation du film, il est extrêmement important. Ils sont tout le temps en train de travailler, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. Et là, ça m'apporte une réflexion sur ce film-là. C'est rare les films historiques où on parle pas juste de chevaliers ou de bourgeois et bourgeoises qui se font la cour, quoi. Là, on est vraiment dans le monde paysan. Alors avec une petite bourgeoisie quand même locale, hein, parce que c'est un peu le cas, c'est quand même une petite bourgeoisie locale. Il y a quand même des affaires de terre en jeu, etc. Mais on est quand même techniquement chez entre guillemets les pécores, quoi, et qui travaillent la terre, qui sont là vraiment à travailler. Et on les voit sans cesse aller chercher des fruits dans les arbres, planter, récolter, faire du vin, écraser le raisin, etc. Et effectivement, comme tu disais, sur les costumes sales, c'est des costumes qui sont marqués par le travail qu'ils font, le travail harassant, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est toujours mis en avant. Ou alors, si c'est des paysans qu'on voit travailler, bah ça sera toujours en fond dans un film, mais en premier plan, on aura toujours le chevalier ou le roi ou la reine ou le prince ou la princesse, quoi. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant pour le coup. Tout à fait. Et toi, Adeline Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai pas eu de problème de rythme, ni de scénario, ni de quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai trouvé très travaillé, esthétiquement bon. Au niveau de l'image, des costumes, de la musique, on l'a déjà dit. Je trouve que la reconstitution, elle fonctionne vraiment. Parce qu'il arrive que dans des films datés, que ce soit des reconstitutions des années 60, 70, 80, etc., on a du mal aujourd'hui à les regarder parce qu'on les trouve cheap ou trop colorés, ou les tissus des costumes fonctionnent pas, etc. Ici, je trouve que ça fonctionne et c'est très contemporain, en fait. Et donc, c'est là où je trouve que le film, il est réussi, quoi. C'est sûr que c'est pas du Sofia Coppola, hein, au niveau réalisme. Ouais, non, vraiment, je trouve ça beau au niveau des couleurs, etc. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est ce focus qu'il y a sur les visages. C'est vrai que le film, il est beaucoup en plan serré visage, en gros plan, et où on voit tout qui passe, parce que le film, en gros, c'est que des visages filmés ou des corps qui remplissent l'image avec des dialogues. Et ça, j'ai trouvé ça vachement beau à regarder, pas redondant. Et vu que les acteurs, moi, je trouve qu'ils jouent bien, notamment Nathalie Baye, je trouve que ce film est réussi sur ça. Et où vous trouvez que le personnage de Bertrand est effacé, moi, je trouve justement que ce personnage, il est central. Pour moi, c'est le plus important du film, et je trouve que justement dans tous ces non-dits, ces faces caméra où elle est juste là avec ses yeux souvent qui sont à moitié en train de pleurer, tout est dit. Et donc les expressions de Nathalie Baye et on l'a dit aussi, on voit des gens qui travaillent, etc. Ça parle des gens, du quotidien. J'ai adoré ça. Et par rapport à Nathalie Baye, on a déjà parlé des faits couler de chauffe, non? Donc, tu sais, on peut avoir n'importe quelle expression. À partir du moment où tu mets une image à côté, on va trouver une expression. Non, je suis méchant. Non, moi je rejoins Adeline sur le point. Il y a parfois Nathalie Baye, elle a des fois des apparitions à l'image où elle ne dit rien, mais où tout passe par l'image, où on s'interroge, on se demande qu'est-ce que ce personnage est en train de penser. Parce que elle a une très forte ambiguïté, on le verra dans la partie spoil, mais le personnage de Bertrand est très ambigu dans ce film, et justement, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans les expressions faciales de Nathalie Baye. Je trouve que tu as été un petit peu dur avec elle, Vivien. Moi, je la trouve pas si mauvaise que ça. Ah, peut-être. Parce que je mets peut-être plus sur l'effet couler de chauffe mais non, peut-être que, mais après, c'est vrai qu'elle est très effacée, mais en même temps, c'est ce que je disais, c'est le rôle du personnage est aussi comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus attiré par le jeu de Roger Planchon pour le coup, personnellement, où je m'accroche beaucoup plus. Mais effectivement, là, c'est plutôt elle qui porte le début du film. Après, on a Depardieu en face, mais alors Depardieu, maintenant, c'est compliqué de parler du jeu de Depardieu, parce que Depardieu, c'est quand même quelqu'un qui joue toujours quasiment son propre rôle, même à l'époque, quoi. Depardieu fait toujours quasiment le même rôle. C'est compliqué de voir Depardieu de voir un rôle de Depardieu où on se dit, bah tiens, Depardieu ne fait pas du Depardieu. Donc là, pour Depardieu, c'est vraiment compliqué de parler
j'aurais vraiment beaucoup de mal à parler du jeu de Depardieu. Après, c'est vrai que Nathalie Baye, effectivement, peut-être que j'étais un peu dur, j'avoue. Bertrand, c'est le mystère du film quand même. Ah oui, non, mais là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est. Jusqu'à la fin, on saura pas vraiment ce qu'elle pense, du pourquoi, du comment elle fait ci ou ça. Elle change à des moments d'avis. Je pense que j'avais comme hypothèse dès le départ qu'en fait sa motivation à elle c'était l'amour, qu'elle avait très bien compris qu'effectivement quelle était la situation pour ne pas vous dévoiler de l'une ou de l'autre laquelle est effectivement vraie. Et puis on suit avec elle, on suit à travers ses yeux. C'est pour ça qu'effectivement elle est centrale et que ça fonctionne, le fait qu'elle fasse tout passer par le regard. Et chaque moment où, du coup, il y a un moment où effectivement on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle vient de faire ça? A-t-elle vraiment entrepris quelque chose à l'encontre de son mari si elle pense qu'effectivement c'est bien lui? Et en fait, chaque explication qui est donnée arrive pile poil au bon moment dans le scénario et ne vient que confirmer pour moi en fait ce qu'on pensait déjà d'elle et de son rapport avec Martin Guerre. Sur le coup, je vous propose qu'on passe assez rapidement sur la partie sans spoil parce que je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus de choses à dire que ça. Est-ce que vous conseillez peut-être aux personnes qui nous écoutent juste de découvrir le film avant de découvrir la partie spoil de cette émission? Geoffrey, pour commencer. Alors, je suis assez mitigé, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, c'est pas un film qui va que j'aurais beaucoup aimé, que j'ai trouvé objectivement bon, mais subjectivement bof pour plein de raisons. Effectivement, j'ai un peu du mal avec Depardieu. J'ai trouvé beaucoup de qualité et en même temps, c'est pas ce que je regarde pour me divertir. Alors même si c'était pas du tout l'objectif, donc je vous le recommande seulement si vous savez vers quoi vous allez. Voilà. On est là pour bosser quand même. On n'est pas là pour s'étendre. Nous, oui, c'est clair, mais vous, spectateurs et spectatrices, allez-y aussi si vous avez l'intention de bosser en regardant le film, j'ai envie de dire. On est quand même pas payé par Big Pharma pour regarder des films qui nous plaisent quand même. Sinon on ferait des émissions sur je sais pas, j'ai même pas envie de dire un film en fait. Et toi, sur le coup, Adeline, et puis je garde pour la fin Gabriel. Alors moi, je conseille évidemment ce film. Il est très souvent passé à la télévision et je pense qu'il passera encore. Le problème, c'est qu'il est souvent dans une version où l'image est assez dégueulasse et souvent je l'ai pas regardé en entier parce que à chaque fois, je trouvais vraiment que, je sais pas, la qualité du film à la télé, elle était pourrie. Là, moi, je l'ai regardé dans de très bonnes conditions, en 1080p, je sais pas quoi, image très bonne, et là, ça passe nickel. Ah ouais? Parce que le film, il est même pas sorti en Blu-ray, quoi. Il passe souvent à la télé. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, tu le trouves pas tout le temps en très bonne qualité. Et c'est vrai que ça peut rebuter parce qu'il y a des copies où c'est assez jaunâtre. Enfin, vraiment, l'image, elle est pas belle. Et donc, moi, je l'ai vu en de bonnes conditions. Et franchement, l'image, elle est super. J'adore le scénario. Vraiment, ce film... Moi, le seul bémol que j'ai sur ce film, c'est le narrateur. Voilà, narrateur du début et de fin, là, qui tue un peu tout. Mais sinon, ouais, je conseille. Et qui fait un peu le côté très littéraire du truc, etc. Ouais. Non, je conseille vraiment ce film. Qui sert peut-être pas forcément à grand chose non plus, c'est pas faux. Mais il sert à rien, faut l'enlever. Quand ça s'est tranché. Il est juste là pour qu'on, je pense, on soit certain que c'était bien une histoire vraie, quoi, en gros. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais préféré que le narrateur soit directement, par exemple, le juge, quoi. Parce que vu déjà, c'est sur son rapport que se base le film, ça aurait été plus intéressant que ce soit lui qui en parle, quoi. Mais bon, c'est dommage. Ça avait plus de sens, ouais. Ouais, tout à fait. Enfin bon, pour ma part, pareil, je conseille vraiment Martin Guerre. Je pense que la première, alors le film se déroule globalement en 3 parties, c'est-à-dire une première partie, on va dire entre guillemets situation initiale, deuxième partie c'est le retour de Martin Guerre, troisième partie on entre dans le doute sur son identité et dans les affaires de procès, etc. Et la première partie est peut-être un petit peu, moi en tout cas sur ma première vision, j'ai trouvé un peu longuette, vraiment, je trouvais que ça avait un peu du mal à poser, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Il y a pas que moi. Sur la première partie effectivement. À partir du retour de Martin Guerre, ça devient déjà un peu plus intéressant. Et c'est vrai que ce mystère-là nous englobe, nous prend, nous
pousse à nous interroger sur la véritable identité de ce personnage-là. Et ça marche jusqu'à vraiment la fin du film. La révélation est globalement bien foutue aussi. La fin, elle est satisfaisante. Et donc, voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment de voir ce film aussi. Et je vais laisser donc la parole de fin à Gabriel, parce qu'effectivement, c'est lui qui nous a encore une fois poussé à le voir. Et donc, je pense que c'est lui qui en parlera encore mieux que nous. Alors, je reconnais que c'est un film qui est un peu long, hein. C'est un film qui fait 122 minutes, donc 2 heures et 2 minutes. Il y a parfois des petites longueurs, mais il faut savoir que si vous êtes un petit peu intéressé par le scepticisme, c'est un film qui va vous plaire. Parce que, en fait, comment j'ai découvert ce film? C'est un film et un livre, parce qu'en fait, le scénario de Daniel Vigne et de Jean-Claude Carrière est sorti en livre. C'est un livre qui est étudié à l'école. En fait, j'ai une de mes petites sœurs qui, pendant les années de son bac, a eu à étudier ce livre, et je lui ai proposé de regarder le film que je n'avais pas vu. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est un film de sceptique. C'est vraiment un film qui nous pousse à douter, où du début à la fin, on doute, bien que il faut savoir que c'est une histoire qui est assez connue. En fait, le spoil est déjà souvent annoncé avant qu'on voit le film. Pour moi, l'intérêt de ce film ne réside pas vraiment dans le dévoilement de qui est ce personnage-là, est-il un usurpateur ou pas, mais vraiment dans comment se passe un jugement à l'époque, comment se déroulent les choses. Parce qu'il faut savoir, hein, on replace dans le contexte, il n'y a pas d'éléments d'ADN, il n'y a pas tous ces éléments qu'on utilise à notre époque pour pouvoir mener une enquête. Et du coup, je trouve ça très intéressant au niveau du scepticisme. Et effectivement, Gérard Depardieu n'est pas fantastique dans ce film, mais pour moi, on va dire, il fait le job, sans que ce soit vraiment super intéressant, c'est vrai. Mais voilà, moi j'apprécie bien ce film. J'aime beaucoup ce film, en fait. Voilà, donc je vous le conseille. Pour le côté spoil, c'est toi-même qui a tenu à ne pas nous le spoiler, nous. Et c'est vrai que moi, j'avoue que mon premier visionnage du film, sans le savoir, c'était extrêmement bien. J'ai cherché les détails, etc., pour essayer de trouver les résultats. Et je trouve vraiment, si on peut le découvrir sans spoil, donc si vous voulez voir ce film, n'allez pas voir de résumé en ligne, essayez juste de trouver le film. Parce que le premier visionnage va être vraiment intéressant et va vous rendre aussi le deuxième visionnage encore plus intéressant une fois que vous savez la chose, essayez d'aller chercher encore plus de détails. Mais bon, on va s'arrêter là sur la partie sans spoil et on va passer tout de suite à la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on estime que soit vous avez vu le film, soit vous avez pas grand-chose à faire de vous faire spoiler, ce qui serait un peu dommage quand même sur ce film-là. Bon, on a déjà assez assisté pour dire qu'il fallait éviter de se faire spoiler. Mais bon, nous voilà donc à essayer de parler plutôt du côté enquête du film et de ce sur quoi ça découle, parce qu'à la fin, effectivement, on apprend... Il meurt. Que effectivement il meurt. Pourquoi c'était vraiment du spoil? Mais bon, vu que je le fais à chaque fois, tu vois, les gens ils peuvent pas se douter. Et j'ai pas dit comment il meurt. Il meurt pendu et puis brûlé, ce qui est quand même ce qui est quand même c'est sympa quoi d'avoir les deux en même temps. Il y a un petit côté barbecue entre amis qui est sympa. Enfin, genre cochon de lait quoi. Parce que effectivement, donc on apprend que notre cher Martin Guerre, joué par Gérard Depardieu, n'est en fait pas Martin Guerre, mais Arnaud Dutil, et donc effectivement qu'il y avait usurpation d'identité. Et donc nous voilà à parler un peu plutôt peut-être plus particulièrement de stratégies qui ont été mises en place par ce personnage pour arriver à faire passer cette usurpation d'identité jusqu'à devant les juges. Et puis comme à chaque fois, de toute façon, sur cette partie, je sais pas trop par où commencer à chaque fois. Le retour peut-être de Martin Guerre, déjà, pour commencer, où je trouve que c'est une des scènes très intéressantes du film, parce que c'est vraiment là où, entre guillemets, quand on regarde ça en étant sceptique, on va commencer à aller chercher des indices, justement, qui vont nous indiquer si oui ou non c'est bel et bien Martin Guerre ou pas.
ça rend le film fun. Je veux dire, on est là en mode détective et tout. Franchement, c'est rigolo. Alors, en mode Sherlock Holmes, avec notre petite loupe à essayer de chercher les petits trucs qui font que, et à chaque fois on voit les petits, tu sais, le nombre de petits trucs qui font que, mais là, parce que en fait le film est assez intelligent pour mettre en fait des indices des deux côtés, quoi. Ouais. Et faire la part des choses est vraiment très compliqué, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, surtout grâce à Nathalie Baye, j'allais dire, grâce à Bertrande. Moi, c'est vraiment elle qui m'a aidé à entretenir le doute. Parce que on ne sait jamais trop ce qu'elle pense vraiment, elle. Je suis d'accord. J'ai été un peu presque déçu de l'histoire du pied parce que je me suis dit, en vrai, si on cherche tous avec nos téléphones aujourd'hui, on peut vérifier qu'il existe effectivement des cas de figure dans lesquels, en prenant beaucoup de masse musculaire, ce qui aurait pu être le cas de quelqu'un qui vient de passer 10 ans à faire la guerre, on peut avoir les pieds qui rétrécissent. Il y a des explications potentielles à ça, mais on pense aux spectateurs aussi, à un fait que c'est un élément de scénario qu'on n'aurait pas distillé pour rien si c'était pas indicateur. Donc là, je me suis dit, la probabilité qu'il soit encore Martin Guerre est devenue très 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 faible. Malgré moi, j'aurais préféré continuer à y croire avec plus de possibilités, de plausibilité encore plus longtemps. Ah là là, mais faut se remettre dans la position des spectateurs des années 80 qui avaient pas de smartphone pour aller chercher ça. Exactement. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé ça, je me suis fait, allez, il y a peut-être toujours un petit doute qui fait que, voilà, peut-être que le cordonnier s'est trompé, etc. Il y a toujours un moyen, ou peut-être que le cordonnier est de mèche, etc. Ouais, enfin, il y a toujours, tu sais, le petit truc qui te fait, ouais, mais alors c'est peut-être pas complètement ça, tu vois. Et parce qu'à côté, il y a tellement de trucs. Enfin, quand Martin Guerre il arrive, donc on voit bien. Enfin, moi, je suis toujours parti du principe qu'il usurpait l'identité, qu'il y avait usurpation d'identité, parce qu'au début, dès la première scène, en fait, pour moi, j'ai vu quelqu'un qui, déjà, il arrive, tu vois, il se présente comme ça, il dit rien, il essaye de voir comment les autres agissent en face de lui. Et c'est les autres, en fait, qui disent qui il est. À partir de ce moment-là, il peut commencer à rentrer dans leur jeu. Et en plus, il se trompe, hein, c'est la technique de la voyante, quoi, c'est-à-dire, il se trompe sur la personne qui nomme. En fait, ben non, c'est pas moi, ça c'est mon frère. Ah oui, donc toi t'es machin. Donc voilà. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que. Oui, il a un côté mentaliste. Ouais, c'est ça. Il a un côté mentaliste, ce Martin Guerre là. Il retient les informations. Il arrive à avoir ces techniques là pour les questions interrogatives, ce genre de choses. Je sais pas s'il y a des exemples concrets, mais on imagine bien comment il a pu soutirer ces informations. Comment il arrive à s'en sortir, il attend que les gens viennent à lui, tout ça, évidemment. Mais par contre, dans le village, c'est quand même assez hallucinant à quel point il est capable de retrouver les personnes. Et effectivement, c'est un personnage, on le saura plus à la fin, qui a une mémoire et une intelligence assez incroyable quand même. Pour réussir à retenir déjà un tel nombre d'informations. Ouais. Et ensuite, voilà, savoir les accaparer. Il a une certaine aussi, on va peut-être dire notion de psychologie, parce que c'est vraiment pas l'époque pour pas être ça, mais enfin, il comprend vraiment comment les gens fonctionnent pour pouvoir justement essayer de les convaincre qu'il est bien Martin Guerre. Et puis après, il y a tous les petits trucs qui font que il sait pas où sont les bougies, mais par contre, il sait très bien où sa femme a mis ces espèces de collants blancs, etc. Donc les chausses. Les chaussissuchettes de l'archiduchesse. Ah mais bon, excusez-moi, personnellement, je n'en porte pas, je sais pas vous, mais enfin bon voilà. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que dans le fait divers, il se passe 3 ans. Dans le film, ça doit être à peu près ça, puisqu'ils ont d'autres enfants. Oui, quand il est revenu, son absence, ça dure 8 3 ans, il a le temps d'en apprendre des choses. C'est ça. Et par contre, son absence dure 8 ans. Ouais. C'est ça. Il part pendant 8 ans, et le temps entre son arrivée, son retour et le procès, il y a 3 ans. Donc en 3 ans, on se doute bien qu'il a appris d'autres choses et qu'il a retenu encore d'autres choses, etc. Donc forcément, à la fin, il en sait même plus que le vrai Martin Guerre, puisque finalement, il est resté plus longtemps que le vrai avec les gens. Enfin, plus longtemps. Avec les adultes, avec sa femme et tout ça. J'ai été aussi très impressionné par la capacité de mémoire de Arnaud Dutil,
qui est vraiment pour moi assez exceptionnel. Après, on connaît pas vraiment trop les conditions de comment Martin Guerre. Est-ce que Martin Guerre parlait de sa famille toute la journée ou tout ça? On sait pas trop. C'est vrai qu'il a retenu beaucoup d'informations. Et aussi Arnaud Dutil à la fin, quand il comment on appelle ça, il fait ses aveux, il explique que il y a les choses qu'il ne savait pas. Il les a apprises sur le tas. Il les a apprises de la bouche de la famille et de l'entourage. Donc en fait, à partir d'une petite base de choses qu'il connaissait très bien, hein, quand même, parce que souvenez-vous, au tout début du film, les premières personnes qu'il croise, il arrive tout de suite à les identifier. Alors ça m'a toujours surpris. Oui. Je me suis dit à quel point Martin Guerre a détaillé ses descriptions. C'est quand même assez dingue. Bah, c'est le début du film, là. Alors, pas sur les deux premiers frères. Enfin, il arrive quand même à trouver un des frères. Donc, bon, on peut se dire, les coups de chance. Ils sont deux. Ils se disent, ils ont l'air d'avoir une relation entre eux. C'est des frères. Ils se loupent de frères. Là, c'est le moment où on commence à douter. Mais après, effectivement, quand il entre dans le village et qu'il arrive à resituer tout le monde, et des fois sans utiliser de méthode particulière, effectivement, là, c'est extrêmement hallucinant. Et comme tu dis, par exemple, il y a un moment, il y a une femme qui s'approche de lui, qui l'embrasse, etc. Donc, il y a une attitude envers lui. Il y a tout un moment, là, en revoyant le deuxième fois le film, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il l'a pas pris pour sa femme, mais qu'il a réussi à trouver que c'était sa sœur, quoi. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a, voilà, une intelligence sociale, qui a réussi à comprendre les attitudes des personnages les uns avec les autres, enfin, les attitudes sociales, que les personnages doivent voir les uns avec les autres, qui arrivent à les décrypter et qui arrivent à comprendre juste avec ça qui peut être qui par rapport à qui. Effectivement, sans doute avec, en recoupant ça avec le nombre d'informations que Martin Guerre a pu lui donner. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'une base d'informations, il arrive à convaincre en une fois. Ensuite, personne va remettre en doute son identité. Et effectivement, pendant 3 ans, il va pouvoir accumuler de la connaissance, tout en partant aussi, bien sûr, du principe que il arrive à faire ça aussi parce qu'il a une ressemblance physique avec Martin Guerre, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant au niveau des deux acteurs. Oui. L'acteur qui fait le jeune et l'acteur qui fait Depardieu se ressemblent énormément. C'est vrai. Surtout avec la voix de Depardieu par-dessus. Oui, je me suis posé la question. Hein. C'était bien sa voix. Hein. Ah ouais? On dirait. Hein. Oui. Mais déjà, il parle le jeune parce que je me rappelle même plus. J'ai revu hier, mais je me rappelle même plus qu'il parle une seule fois. Ils sont doublés l'un et l'autre par Nathalie Baye et Depardieu, ce qui renforce le doute, ce qui était assez malin. Mais j'ajoute un détail à ce que tu dis, Vivien, sur toute cette scène d'introduction, etc. Moi, j'ai pas lu le livre à la base et le scénario, et je sais pas exactement à quoi ressemble le récit du juge, du coup, enfin du membre de la députation de Toulouse. Et je m'interroge là du coup sur la proportion effectivement de scénario pour semer le doute et ce qui s'est vraiment passé, parce que il prétend du coup effectivement n'avoir pas eu l'intention de vraiment usurper son identité au début, que ce soit juste une blague, même si bon, et en fait on sent pas trop l'honnêteté à ce moment-là. On sait que le mec est déjà plus très honnête au bout d'un moment. Donc il y a la possibilité qu'en fait on l'ait jamais su, mais qu'il ait stalké le village pendant des jours pour entendre les noms des gens et qu'il soit resté à l'affût, tu vois. C'est ça. J'ai pensé à ça, et puis je me suis dit en fait la scène d'introduction, elle s'est peut-être pas du tout passée comme ça en vrai aussi. Il a peut-être juste revu d'abord les proches, et donc il a eu à deviner qui était qui que au fur et à mesure. Donc ça s'est peut-être fait de façon beaucoup plus insidieuse que là, bim, le coup de force qu'on te présente, type ah ouais, si c'est pas Martin Guerre, il est quand même très très fort, ce qui va contribuer au doute. Je pense qu'on nous l'aurait révélé. Je pense que si c'était le cas, on nous l'aurait révélé à la fin du film. Je sais pas. Est-ce que tu aurais cru au film sinon? Non, c'est juste que l'historienne qui a travaillé sur le film en tant que conseillère, Nathalie Zemon-Davis, en fait, c'est elle qui a fait toutes les recherches et qui a écrit notamment un ouvrage sur l'affaire Martin Guerre. Elle dit qu'en fait, Arnaud Dutil, il n'est pas arrivé tout de suite au village d'Artigat. Il a d'abord été dans des villages à proximité, parce que lui, il venait d'un village à 60 km qui s'appelle Sajas. Et après la guerre, il serait allé dans un village pas loin, où il aurait été en convalescence, etc. Et petit à petit, il aurait glané des informations auprès des gens. Et dans le vrai procès, où il y a une centaine de personnes qui ont été interrogées, il y a des aubergistes, des villages voisins, etc., qui l'ont reconnu en tant qu'Arnaud Dutil, parce qu'au début, il n'a pas usurpé l'identité de Martin Guerre. Il était dans le coin, etc. Et c'est petit à petit, en fait, qu'il a décidé de prendre l'identité de Martin Guerre. Un jour, il y a des gens qui l'ont pris pour Martin Guerre et ça lui a donné l'idée. C'est ce qu'ils disent dans le film, et apparemment,
Oui. Dans la réalité, c'est ce qui se serait passé aussi, ouais. Oui, c'est ça. Les gens l'ont pris pour Martin. Salut Martin. Au début, ça le faisait rire, puis après, il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Assez rapidement dans le film, on a cette partie de jeu de dés où il y a une personne qui est donc qui joue avec Antoine, qui est joué par Dominique Pinon, et il lui dit, mais ce n'est pas Martin Guerre, c'est Pansette. Et ça arrive très très tôt dans le film. Ouais, mais pour moi, c'était quand même pas une preuve. Alors, je me suis dit, oui, clairement, effectivement, c'est pas Martin Guerre. Mais à ce stade-là, on s'en fiche, en fait, parce que en soi, le type pourrait se tromper. Alors, on se doute qu'il se trompe pas, mais c'est pas très important. Et puis surtout, moi, je me suis dit, mais d'accord, mais alors pourquoi, effectivement, il s'éloigne pas directement de toutes les personnes qui sont susceptibles de le reconnaître? Parce qu'il le fait au moment où il lui demande de jouer les dés, mais il l'a vu de près bien avant, quoi. La scène, elle est pas ambiguë du tout, quoi. Et ça m'a semblé incohérent. Oui, et puis non, c'est vrai qu'il pourrait se tromper aussi, comment dire, honnêtement, quoi, c'est-à-dire penser que effectivement, il ressemble à Pansette, mais que c'est pas Pansette du tout, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que là où c'est plus où ça interroge plus, c'est qu'il dit connaître Martin Guerre, effectivement, qu'il dit que Martin Guerre, c'est pas du tout lui. Et donc là, ça pose quand même le doute. Et effectivement, on n'est pas encore à ce moment-là. Je crois qu'on n'est pas encore à ce moment-là dans les problèmes de patrimoine qui vont vraiment déclencher finalement l'affaire Martin Guerre. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les villageois, ils s'en foutaient finalement que ce soit Martin Guerre ou pas. Ils avaient quelqu'un qui était là, même si on leur avait dit que c'était faux, effectivement. Ils s'en foutent très rapidement. D'ailleurs, même là, vu que les Vagabonds, ça se passe avant, comment dire, l'information circule, mais tout le monde dit, ils disent n'importe quoi, faut pas croire n'importe qui, etc. Par contre, à partir du moment où Martin Guerre va commencer à vouloir réclamer l'argent, enfin l'argent qui a été créé à partir de, on va dire de l'exploitation de cette terre. Enfin, pas Martin Guerre pour le coup, l'usurpateur va demander l'argent qui a été créé par le temps que lui il était absent. Les gens vont commencer à prendre au sérieux ça, surtout les gens que ça embête, c'est-à-dire notamment son oncle qui a aussi des visées sur l'héritage, etc. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là où en fait ça va vraiment s'emballer. Et on peut se dire qu'à partir d'un moment en fait d'une seule information qui peut être vraiment auquel on peut croire, mais auquel personne ne croyait en fait, et là les gens vont commencer à y croire parce qu'ils ont intérêt à y croire. Et c'est ça qui est vachement intelligent dans le truc, c'est parce que, et c'est là que c'est intéressant, ça veut dire que on ne croit pas parce que c'est vrai, on croit parce qu'on a on a un intérêt à y croire, quoi. Et je trouve ça vachement intelligent sur comment c'est amené par le film. Et une autre donnée aussi importante, c'est que finalement Arnaud Duthil est un meilleur Martin Guerre que le vrai Martin Guerre. Et c'est pour ça aussi que, notamment sa femme, elle a pas envie qu'il soit démasqué. On se doute à la fin que finalement, dès le départ, elle savait que c'était pas lui. Mais il y a quand même ce truc de oui, mais il est mieux que l'autre et du coup tout le monde préférait qu'il reste, sauf quand il demande de l'argent, quoi. C'est là, ça fout la merde. Mais ça, en fait, c'est la seule erreur qu'il n'aurait pas dû faire, quoi. C'est-à-dire réclamer cet argent-là, ça a vraiment été son erreur. D'autant plus que ils disent bien, il faisait bien son travail à la ferme, etc. Tout le monde était content de lui, tout le monde l'appréciait énormément, quoi. Et c'est pour ça que même les Vagabonds, ça a pas du tout, au moment où ils sont passés, ça a pas du tout fait éclater la vérité, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus tard que c'est parce qu'il y avait vraiment un intérêt il y avait vraiment un intérêt financier, quoi. Et ça dévoile vraiment bien ce côté-là, en fait, ultra intéressé de la croyance, quoi. Et si d'ailleurs l'oncle avait été attentif et pas avare, peut-être qu'ils auraient pu trouver un arrangement en se disant ok, effectivement, j'avoue, je suis pas Martin Guerre, mais faut reconnaître que quand même je travaille mieux que lui. Alors si on trouve un arrangement financier, je serai toujours plus utile que quelqu'un qui a vraiment perdu sa jambe à la guerre et qui reviendra peut-être jamais de toute façon et qui était déjà pas bon travailleur quand il était adolescent, quoi. Oui, parce que alors ça c'est drôle, mais le film il insiste pas dessus. Mais sur coup à la fin, quand Arnaud Duthil donc sur coup se fait tuer et que Martin Guerre sur coup est revenu dans le village, et là j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur l'oncle, parce que l'oncle vient de perdre carrément en change, en fait. Carrément. Si Martin Guerre aussi a lui aussi envie de récupérer son pognon, pour le coup là, il est totalement légitime à récupérer le pognon. Ça c'est totalement vrai. Moi je plains cette pauvre Bertrande qui va finir avec ce gars là qui a l'air vraiment pas cool. Elle est horrible cette fin. Oui.
Je pense qu'en fait, ce qu'on vous dit en filigrane, c'est que juste il a pas d'intérêt pour sa femme parce qu'il est gay, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un sous-texte comme ça. Je pense qu'effectivement. Ouais. Oui, peut-être, ouais. Alors, je sais pas si c'est qu'il est gay ou quoi que ce soit, mais effectivement, je pense qu'il y a un problème un problème à ce niveau-là, quoi. Ça pourrait expliquer ses confidences très 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 intimes, en fait, à son ami Arnaud Dutil aussi. Oui, c'est une vision, ouais. Moi, je me suis demandé si c'était même pas des confidences sur l'oreiller. Voilà. Bon, ça paraît un peu gros et forcé, mais pourquoi pas. Voilà. Ah, je pense pas qu'Arnaud Dutil, pour coup, lui, il est ce côté-là, quoi. Et je pense que lui, effectivement, il avait enfin, en tout cas, tel que le film le montre, il avait il avait apparemment vraiment un problème de ce côté-là. Alors, moi, ce que j'ai lu sur la page Wikipédia, en tout cas, c'est que c'était surtout par rapport à leur jeune âge, apparemment, qu'ils avaient vraiment des problèmes, en tout cas, pour faire des enfants, surtout. Là, le film insiste plus sur les questions de relations vraiment sexuelles, sans forcément les enfants, quoi. Oui, ils avaient 14 ans quand ils se sont mariés, donc... Bah, lui avait 14 ans, elle, je crois qu'elle avait encore moins. Oui, 12 ans, je crois. Elle a 2 ans de moins, un truc comme ça, ouais. Un bel âge pour se marier. N'est-ce pas? Le problème majeur qu'évoque le film, on l'a dit, mais je vais le redire explicitement, c'est qu'on n'est que sur des témoignages, il n'y a aucune preuve matérielle, et les pauvres preuves matérielles qui pourraient un petit peu servir ne sont que des supports à des témoignages, en fait. Même celui du cordonnier, il vient apporter une preuve matérielle, mais elle vaut rien, sa preuve, puisque c'est lui qui dit « Regardez, c'est une preuve ». Comme les cicatrices où la servante dit oui. Il a une cicatrice, mais il n'y a que elle qui est là pour dire ça, et puis en plus elle se trompe, donc... Et encore ça, c'est la deuxième partie du procès, parce que je vous rappelle que dans la première partie du procès, comment ça se passe? Oui. J'ai perdu son nom. Jean de Coras demande aux villageois de se positionner à droite s'ils pensent que c'est Martinguer et à gauche s'ils pensent que ça n'est pas Martinguer. Plus ou moins... je sais plus si c'est vraiment gauche-droite les bons côtés, mais peu importe. En tout cas, c'est comme ça que le procès est plié. À la suite de cet événement-là, Jean de Coras dit « Nous n'avons aucun élément pour dire que cet homme n'est pas Martinguer. Merci, au revoir. » Mais alors, pour le coup, Martinguer, c'est plutôt de droite ou c'est plutôt de gauche? On va faire le jeu du clivage, quoi. Et c'est vraiment dans la deuxième partie du procès qui va se passer à Toulouse, là où il va commencer à y avoir un petit peu plus de recherche, mais ça reste toujours du témoignage, comme tu dis, Adeline. Oui. Je reviens sur le personnage qui est aveugle. J'adore l'expression qu'ils utilisent pour en parler. Ils parlent d'elle comme la mémoire des doigts. J'ai trouvé ça magnifique pour dire qu'elle était aveugle. Et en fait, cette personne-là touche le visage d'Arnaud Dutil et dit que c'est Martinguer. Mais voilà, encore une fois, c'est très douteux comme technique, quoi. Oui, et puis ça s'appuie surtout sur le souvenir des gens après 8 ans, quoi. Et puis après 8 ans, il a forcément changé, etc. Donc, ils peuvent se tromper, soit parce que effectivement, ils sont dans un biais de confirmation qu'ils ont envie de croire que c'est soit un usurpateur, soit Martinguer. Et en plus de ça, enfin, il y a aussi le fait que les souvenirs, on sait que les souvenirs sont pas fiables. Et qu'on s'appuie beaucoup effectivement sur des témoignages, mais aussi sur des souvenirs de qui était Martinguer, quoi. Effectivement, les gens auront peut-être commencé à remplacer dans leurs souvenirs, une fois que le doute s'instille, le faux Martinguer à la place du vrai. Tu vois, genre ça peut être insidieux à ce point-là, quoi. C'est parce qu'ils ont envie de croire que c'est lui, parce que ce mec-là, il est sympathique, il est attachant, il est généreux, ce qui n'était pas l'autre forcément. On a dit mais si c'est vrai, je me souviens d'une fois où il avait été comme ça, et paf, de suite on se construit une histoire, quoi. Oui, et puis quelqu'un peut changer aussi. Et ouais. Oui, mais c'est vrai que Arnaud Dutil arrive avec un capital sympathie énorme. En plus, il a des histoires à raconter, il a voyagé, il fait rêver les gens. Il y a toute cette scène où il fête un petit peu le retour de Martinguer, où les gens boivent et que Gérard Depardieu raconte un petit peu tout ce qu'il a vu. Là, on voit que les gens, ils ont des étoiles dans les yeux. Et finalement, c'est vrai que ce nouveau Martinguer est vachement plus attirant, à la fois pour Bertrande, mais aussi pour les villageois. Mais en même temps, personne n'a envie de finir avec Jean-Pierre Donadieu. Personne, je vous le dis. Il faut voir le film, parce que moi, c'était dans ce film-là que j'avais découvert, c'est-à-dire L'homme qui voulait savoir. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un super chef-d'œuvre, où il joue quand même le rôle d'un
Je crois pas que c'est du spoil de le dire, hein, parce que c'est dès le début du film, où il joue vraiment le rôle d'un tueur en série, quoi. Et vraiment, il incarne super bien. C'est vraiment un mec, je crois, qui a joué beaucoup de rôles de salaud dans sa filmographie, et il les joue très bien. Et là, on voit, il est froid, mais dès qu'on le voit, on se dit, ah là là, mais c'est qui cette personne-là? Enfin, c'est qui? En contexte, dans les années 80, si t'es dans le public, tu connais Jean-Pierre Donadieu, tu le prends pour quelqu'un d'antipathique? Alors dans les années 80, attends, je regarde parce que bah ouais, déjà c'est vrai il avait joué dans Le Professionnel aussi avec donc avec Belmondo. Avec Belmondo, et puis il jouait un des types en face qui devait le buter, quoi. Il faisait un des hommes de main des salauds du truc, quoi. C'était lui qui s'en prenait plein la gueule d'ailleurs dans le film. Donc non, il a toujours joué des rôles de salaud. Tchéky Cario aussi, cela dit, non, quand même, fait beaucoup de. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, mais je me dis, est-ce que dans ce film-là, du coup, on va forcément se douter de qui sont les gentils et les méchants à la tête du gars, vu qu'on cherche aussi des mines patibulaires, des. Ah non, mais là, c'est de toute façon juste par rapport à sa tête dans le film. Je pense qu'on l'a tous vu. C'est à partir du moment où il arrive, on sent que c'est pas un gars sympathique, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais. Ah oui. Ah non, totalement. Je suis d'accord avec toi. Il incarne vraiment ce type de personnage de Donadieu. C'est pour ça qu'il fait ces rôles-là. C'est pour ça que c'est un bon acteur aussi. Ça montre bien le côté froid et antipathique de Martin Guerre. Là, on est en plein dedans. La façon de regarder sa femme, c'est horrible. Il est horrible, ce personnage de Martin Guerre. On est d'accord. Le vrai, hein, je parle. Quand il lui dit, de toute façon, tu aurais dû le savoir. Où il lui balance un truc comme ça, alors que c'est quand même lui qui l'a abandonné pendant 8 ans sans prévenir, quoi. Zéro empathie. Ah ouais, en plus, non, vraiment, et puis jamais une excuse, pas une excuse ni rien, quoi. Ah non, c'est vraiment un personnage antipathique, hein, le peu qu'on le voit dans le film. Et chose intéressante par rapport à cette arrivée au tribunal là, c'est qu'en fait le film il suit d'assez près le fait divers, la vraie affaire Martin Guerre. Et en fait, pour des raisons politiques contre Jean de Coras, parce que il y avait des histoires à l'époque déjà de politique, qui va être élu, à quel poste, etc. C'était pour embêter Jean de Coras que des gars au sein des juges ont fait venir, ils ont réussi à trouver le vrai Martin Guerre pour le faire arriver exprès à la fin du procès, pour ridiculiser Jean de Coras, parce qu'il était, comme dans la réalité, hein, comme dans le film, sur le point de dire que Jean Duthil était de fait Martin Guerre, etc. Et pour le ridiculiser, ils ont fait venir ce vrai Martin Guerre qui n'avait pas du tout l'intention de revenir chez lui. Ah oui, d'accord. C'est quand même assez énorme. Ça, c'est important, en fait, aussi, ouais. Moi, je me suis dit, pourquoi ils font pas ça dans la méthode dès le début? J'aurais été à la place de Jean de Coras, j'aurais cherché à savoir ce qui était arrivé au vrai Martin Guerre. A priori, s'il s'est battu pour l'armée du roi, il y a quand même un moyen de retrouver son supérieur, les gens qui ont combattu avec lui. Est-ce qu'il a vraiment perdu une jambe? Rien que ça, déjà. Alors en fait, il est parti. Alors dans la réalité, puisque dans le film ils le disent pas, dans la réalité, il a volé son père, ce qui est un crime à l'époque. Ouais. Donc il se barre en Espagne pour fuir. Ouais. Il va combattre aux côtés des Espagnols, donc il trahit le roi. Et donc il revient pas en France tout de suite. C'est parce que des gens haut placés vont réussir à lui donner un passe-droit, comme quoi le roi le gracie, etc., qui va revenir pour ensuite arriver au procès, etc. Alors c'est un procès qui est quand même extrêmement même populaire, enfin ça va faire extrêmement parler de lui, quoi. C'est un procès à l'époque qui est vachement suivi, quoi. Ouais. Et effectivement, on l'a pas dit, mais Jean de Coras est protestant, et on est quelques années avant les guerres avant la Saint-Barthélemy, notamment durant laquelle en fait il va mourir pour le coup. Ça, c'est dit à la fin du film. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit, oui. À la toute et pour revenir sur ce personnage de Jean de Coras, pour le coup, c'est vraiment pour moi le personnage le plus intéressant du film, quoi. Parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est là dans la recherche vraiment de chercher vraiment la vérité. Il n'a pas du tout de parti dans cette affaire-là. En tout cas, c'est un personnage qui est totalement raisonnable. Oui. Raisonnable dans le sens où il s'oppose aussi à d'autres juges à côté de lui, parce que c'est un moment dans le film qui commence à partir sur d'autres interprétations, notamment l'interprétation d'un démon, etc., quoi. Alors que lui, il a pas du tout besoin de ça pour juger cette affaire-là, quoi. Et il arrive à être au-delà de ça. Et en même temps, on voit, et dans le jeu du personnage, on voit que
pendant le jeu de l'acteur, on voit que c'est un truc qui le passionne, quoi. Il est là et en fait, il voit l'imbroglio que c'est et en vrai, ça le passionne. On voit qu'il est passionné par cette affaire-là, quoi. C'est absolument assez. Je trouve que c'est très. En tant que spectateur, c'est assez jouissif de voir ce personnage qui est en train lui-même finalement de jouir de cette situation-là parce qu'il en tire énormément de plaisir en fait, de satisfaction effectivement de travailler sur cette enquête-là, quoi. C'est ça, et c'est quand même lui qui découvre aussi quelque part que Bertrand savait que le premier Martin Guerre n'était pas Martin Guerre, qu'Arnaud Dutil était l'usurpateur. C'est lui qui revient voir Bertrand à la fin du film. Encore une fois, je ne sais pas si c'est historique ou si c'est pour les besoins du scénario, mais c'est quand même ce personnage qui vient et qui fait avouer à Bertrand qu'elle savait depuis le début. Donc, ce personnage prend encore plus de force pour moi, là. Et ouais, voilà. Et ce qui est super intéressant, justement, à ce moment-là, c'est qu'il vient lui dire, il dit, mais dites-moi la vérité, parce que de toute façon, ça restera entre nous, en fait. Et la seule chose qu'il veut, c'est juste savoir vraiment. Et après, tu vois, c'est pour ça que le besoin de justice, je sais pas vraiment, parce que s'il était vraiment ultra justice et tout, il aurait essayé de la faire tomber aussi. Non, il a vraiment un besoin de vérité. Il a besoin de savoir. Il a besoin, voilà, quoi. Et là, pour le coup, je sais pas. Il va l'avoir pour justement savoir si vraiment elle était au courant ou pas, pour confirmer ou pas son hypothèse là-dessus. Et une fois qu'il saura, ça va il sera content il sera content soit d'avoir trouvé, soit de s'être trompé. Il sera content de le savoir. Mais il ira pas plus loin dans la justice. Et il va la gracier. Oui. Il va la gracier et il l'a déjà gracié à ce moment-là. Et ses enfants, il va aussi faire en sorte que ce soit pas qu'ils soient légitimes. Voilà, exactement. Oui, il l'a déjà gracié. Là, tout ce qu'il veut à ce moment-là, c'est juste la vérité. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là, quoi. C'est qu'il aurait pu s'arrêter là, il a dit, bon, c'est bon, elle est graciée, etc. C'est tout, basta. Non, il veut savoir. Il veut aller plus loin, quoi. C'est pour ça aussi qu'après, ça va bien avec le personnage, c'est-à-dire ensuite d'écrire tout un livre là-dessus, justement, pour décrire cette affaire-là, quoi. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui le passionne. Moi, j'y ai vu autre chose, un peu plus comme une interprétation, on va dire, du contexte politique et social de l'époque du film et de sa production. On est quand même pas si longtemps après l'abolition ferme et définitive de la peine de mort et les discours de Badinter. Et je vois dans Jean de Thoras, tel qu'il est construit en tant que personnage dans ce scénario, l'incarnation effectivement de valeurs humanistes, de quelqu'un qui va quand même être embêté par le fait qu'effectivement la peine ce soit finalement la peine de mort et que il sait que du coup si l'autre est confondu il pourra pas y échapper, et c'est ça qui le fait de toute façon réfléchir à prononcer une sentence, parce qu'il y a vraiment un enjeu énorme pour lui qui est une vie humaine et il pèse vraiment ça dans la balance. Par contre, à partir du moment où la vérité doit être faite, il n'hésitera pas, parce que effectivement il érigera ça en valeur supérieure encore, on va dire. Mais le moment où il le confond, tu sais, en disant là il y a une incohérence, en fait, vous venez de dire que il vous a fait des confidences alors que juste avant vous prétendiez ne pas le connaître. Parce que c'est Martin Guerre, en fait, qui lui-même se trahit, en fait. Oui. Et c'est lui qui fait une mauvaise manœuvre et qui se trahit devant tout le monde et qui se coule lui-même, quoi. Ce qui est assez intéressant pour le coup. Oui, parce qu'il était en train de gagner. En plus, il avait les juges de son côté, etc. Et il se coule tout seul en se contredisant de manière magistrale. Et donc, effectivement, le juge voit ça et le coule. Mais et sur coup, effectivement, on applique la sentence qui va avec. Et là où je suis d'accord avec Geoffrey, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement humaniste aussi, malgré ça, quoi. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit, vaut mieux une sentence humaine, c'est-à-dire, vaut mieux ne pas condamner un coupable plutôt que condamner un innocent. Oui. Et c'est la pensée très humaniste, etc., qui est exprimé par ce juge-là. Dans le sens aussi où, moi, de l'interprétation que j'en fais, il comprend tout à fait pourquoi Bertrand a voulu accepter ce nouveau Martin Guerre, qui est beaucoup plus aimant, beaucoup plus attentif, qui voilà, l'aime, en fait, l'aime vraiment, hein, ce nouveau Martin Guerre l'aime. Et d'ailleurs, il a une réplique, Gérard Depardieu, qui dit: où est le mal de rendre une femme heureuse? Je sais plus si c'est exactement ça, mais quelque part, on peut comprendre la position de Bertrand de ce point de vue-là, moi, je trouve.
Ah bah je pense que tout le monde la comprend là-dessus. Hein. Tout le monde est en empathie avec lui, ouais. Ouais. C'est ça qui fonctionne, c'est que forcément tu prendras toujours le parti, même si tu sais qu'il est coupable et qu'il usurpe l'identité de Martin Guerre, de celui qui en fait est la, entre guillemets, la meilleure des deux personnes. Voilà. Puis c'est pas un usurpateur. Alors en tout cas on n'a pas de preuve dans ce cas-là. C'est pas un usurpateur malhonnête. Il a pas l'air d'être malhonnête parce qu'il fait vivre les gens autour de lui. C'est pas quelqu'un qui tente de s'approprier. Il s'approprie une situation, mais voilà, quoi, il compte pas s'approprier l'argent pour ensuite se tirer et puis aller faire un autre coup ailleurs, quoi. C'est pas du tout le type du personnage, quoi. On se pose la question un moment. Et en fait, non, pas du tout, ouais. Oui. On comprend ses motivations, hein, quand même. C'est qu'il est là, il est quand même amoureux de Bertrand, il veut rester ici, il veut se faire sa place ici, quoi. Et effectivement, comme lui, il l'estime, c'est qu'il a bien vu que Martin Guerre n'était pas du tout une personne intéressante, etc. Et il s'est dit, si je prends sa place, de toute façon, il avait même pas l'intention de revenir, ça fera du tort à personne, quoi. Et c'est pour ça qu'on a énormément de pitié pour lui à la fin et que voilà, finalement, le film se termine plutôt mal, quoi. Enfin, non, vraiment, le film se termine mal, quoi. Le discours du film le discours du film prend vraiment le parti d'Arnaud Dutil face à Martin Guerre, quoi, en tout cas, pour sûr. Ouais. C'est vrai, on aurait pu faire le choix de nous montrer une scène, de montrer que en fait, malgré tout, Arnaud Dutil il est pas parfait. Alors il est bourru, certes, et on sait qu'il sait se battre et que c'est un soldat, mais à aucun moment donné, on va te montrer un mot plus haut que l'autre ou une agressivité vis-à-vis de ses proches. Et c'est complètement voulu. Si on faisait ça un seul moment, on casserait son capital sympathie et on serait plus du tout pour lui dans le procès, quoi. Mm-hmm. Par contre, moi, je trouve le truc dégueulasse, mais alors bon, après, c'est pas forcément le pitch du film, mais en face de lui, parce qu'en fait, on a vraiment, en fait, en face, donc, avec son oncle, des gens qui ont raison, en fait, vraiment, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont raison sur le fait qu'effectivement, c'est un imposteur. Ils ont, on va dire, quelques bons soupçons pour penser ça. Mais ils vont créer énormément de preuves en fait pour être dans ce sens-là. Ils vont faire une fausse signature de sa femme. Bon, même si là-dessus on n'en est pas trop certain, moi je suis plutôt partisan de dire qu'ils ont fait quand même une fausse signature de sa part à elle, ou en tout cas ils ont fait pression sur elle pour qu'elle signe un papier qu'elle ne voulait pas signer. Ils ont essayé de tuer Martin Guerre, c'est avoué à un moment justement par le personnage de Tchéky Cario qu'on a voulu le payer pour tuer, donc il y a carrément tentative de meurtre. Et il y a rien qui se passe. Je veux dire, on a quand même en face, on a quand même des gens qui sont prêts à absolument tout. Mais c'est pas du tout abordé pendant le procès qu'à un moment on a quand même essayé de le tuer et il y a personne qui se dit bon, on va peut-être quand même essayer de faire quelque chose, non? Je sais pas. Bon voilà, c'était la petite remarque là-dessus que je voulais faire. Si, alors peut-être qu'effectivement, maintenant que tu le dis, le fait que tu te dis ça, c'est peut-être le seul moment où vraiment on se dit ah en fait il a l'intention de se barrer avec l'argent quand justement il va réclamer les sommes. C'est que c'est peut-être ça qui nous fait hésiter. On se dit est-ce que en fait ils font ça pour de bonnes raisons et après la tendance s'inverse grâce au même mécanisme exactement chez l'oncle et la tante. Où on se dit ouais, est-ce qu'en fait ils auront raison pour des bonnes raisons à la fin ou pas, et tu te dis ouais, par deux fois en fait on utilisera l'argument de dire j'ai la loi de mon côté, même si c'est pas dit la deuxième fois, c'est ce qui est en jeu, et je crois que c'est un message un peu du réalisateur de dire c'est pas forcément une bonne raison que d'invoquer la loi de son côté, la morale passe peut-être avant aussi, quoi. Mm-hmm. Ça pourrait être vu comme la morale du film. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je trouve que c'est une bonne analyse. Oui, ça résume aussi beaucoup de procès, quoi. C'est-à-dire que parfois, on aimerait que certaines personnes soient condamnées alors qu'en fait, elles ont la justice de leur côté et que... Enfin, et vice-versa. Ouais, c'est toute la complexité des procès. Tout à fait. Ce qui peut-être à une époque moderne aurait pu donner des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que il n'y a pas préméditation, il n'y a pas de tort qui a été causé en fait pendant l'usurpation d'identité, puisque même financièrement du coup il ne s'est encore rien passé à ce moment-là. Donc il n'y a pas eu de spoliation.
Alors évidemment, le code du coup est pas du tout le même, hein, mais à notre époque, je pense que ça aurait donné, dans le pire des cas, une amende et du sursis. Et là, je pense surtout que c'est surtout l'attaque contre le mariage en fait qui est surtout punie, à mon sens. Oui. Contre Dieu. Oui. C'est ça en fait qui est puni. C'est pour ça que Bertrand est absolument centrale, parce que c'est son avis à elle qui compte. C'est pas tellement l'appropriation de biens, même si ça compte. C'est surtout l'appropriation de la femme, quoi, entre guillemets, quoi, qui est dénoncée. Et bon, et bien sûr, absolument, à aucun moment on va essayer de demander à Bertrand ce qu'elle est préférée, parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qui importe à l'époque. Hein. Ce qui importe à l'époque, c'est de respecter le mariage, et que si le mariage n'est pas respecté, effectivement, c'est une faute face à Dieu, etc. Et c'est ça le plus, à mon sens, pour eux, qui est le plus important à régler dans l'affaire, quoi. C'est pour ça que Bertrand est central. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est pas dit, mais en fait je viens juste de le comprendre. Ça veut dire que si elle avait été condamnée, ça aurait pas été pour complicité, mais pour adultère. Oui. Eh ouais. En 1560, oui. Ouais, ça c'est clair en fait. Ouais, ça m'avait pas du tout fait tilt, mais oui. Et donc non, je pensais qu'on se serait dit ils sont complices, ils ont tous les deux la peine de mort. Mais non, c'était bien pire. Bah alors évidemment, on se pose pas de questions sur la place des femmes dans le film. C'était quand même assez cash. Oui, là-dessus, je pense qu'il y a pas trop à chercher. Mais après, bon, si c'est intéressant à voir, c'est quand même que le film met en avant le travail des femmes pour le coup. Que les femmes ne sont pas uniquement leurs conditions aussi. Oui, voilà. Ouais. Donc elles font bien sûr tout le travail de la maisonnée. Donc effectivement, c'est toujours les hommes assis à la table et puis les femmes qui sont autour et qui mangent pas forcément à table. D'ailleurs, elles sont pas attablées. Et par contre, on les voit. Par contre, quand c'est pour le travail, elles sont pratiquement à égalité des hommes là-dessus, quoi. C'est-à-dire elles travaillent autant que les hommes et surtout elles refont en plus par derrière le travail de la maison, quoi. Ouais. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout un discours là-dessus qui est pas forcément le discours peut-être le plus mis en avant dans le film, mais qui est quand même bien représenté, quoi. En sous-texte, ouais. Il y a cette scène où on a aussi les récits en fait des étrangers rencontrés pendant les voyages, des gens des terres du Brésil, des tribus. Alors on se demande comment cette connaissance est arrivée là, mais c'est pas important ici. Je pense que le seul intérêt effectivement de ce récit-là, c'est celui de dire ah ben oui, des tribus gouvernées par des femmes. Ici, ce serait la fin du monde. Oui. Bon ben ça n'apporte rien à l'histoire, outre il a des choses à raconter. On l'a déjà fait avant, donc c'est pas spécialement indispensable. C'est vraiment juste pour interroger ce rapport-là, je pense. Dire qu'il votait déjà Zemmour à l'époque, quoi. Franchement. What? Mais ce qu'on disait par rapport au procès et aux conséquences qu'il pouvait y avoir, ça me fait penser justement au remake de Somersby. Oui, je voulais y arriver aussi. Ouais, et obligé de modifier en quelque sorte le scénario de base, l'affaire de base, pour trouver une complexité dans le procès et retrouver cette indécision qu'a... je sais plus quel prénom elle a, la femme dans Somersby, Jodie Foster, où elle sait plus à la fin, elle hésite entre dire oui c'est mon mari, non c'est pas mon mari, parce que les enjeux sont différents. Alors pour préciser, effectivement, Somersby, donc sur quoi est le remake américain du Retour de Martin Guerre, et effectivement, puisqu'ils ils inscrivent l'histoire donc dans l'histoire de l'Amérique, ça se passe après la guerre de sécession, et donc la guerre en question est la guerre de sécession. Le mari de Jodie Foster part à la guerre. Le film commence en fait au moment du retour de son mari, donc qui s'appelle Somersby, pour le coup c'est le nom de famille. Commence à son tour, donc qui est joué par j'ai perdu son nom, Richard Gere. Et donc en fait ils ont dû changer en fait tout le procès, parce qu'en fait à l'époque on ne condamnait pas à mort les gens qui usurpaient l'identité. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, Somersby, donc le vrai, est accusé d'un meurtre qu'il a réellement commis. Et après lequel, en fait, il va décéder de blessures. Et seul le personnage de Richard Gere saura ça, donc va enterrer son corps et va prendre son identité à ce moment-là. Et en fait, lui, il va être accusé du meurtre de Somersby. Et lui, en fait, il a passé tout un, il a fait toute une affaire, en fait, avec les gens de son village, avec des rachats de terre, etc. Donc, il a rendu les gens autour de lui beaucoup plus heureux, parce que les terres ne donnaient plus rien. Et lui, vu que c'était un prof, en tout cas, qu'il avait des connaissances, etc., il a réussi à faire repartir
l'entreprise, etc. Et en fait, si il avouait qu'il n'était pas donc Summersby, il héritait pas de la peine de mort, mais par contre, il y a beaucoup de choses en fait qui lui auraient été retirées. Donc pareil, la parenté de la fille qu'il a eue avec sa femme, enfin avec la femme de Summersby, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle aurait été déchue, etc. Donc il y aurait eu plein de problèmes. Et lui, il a, en fait, dans le film, je sais pas si je spoil ou pas Summersby. Bon, attention, spoiler pour. On vient de spoiler Summersby de toute manière là, donc. Non, là, moi, je suis complètement hypé. Je veux vraiment savoir, effectivement, si du coup, quel choix il fait à la fin, ouais. Non, mais c'est la fin, ça, Geoffrey. Hein. Donc, je dis. Ouais. C'est la femme qui doit choisir à la fin. C'est pas vraiment lui qui C'est la femme qui doit choisir. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, elle, pendant le procès, elle va s'ancrer contre lui parce que lui veut absolument garder son identité de Summersby et elle va tout faire pour essayer de révéler le fait qu'il n'est pas vraiment son mari, quoi. Pour qu'il reste en vie, en fait. Pour qu'il reste en vie. Et sauf que lui, il arrive en fait à lui faire prendre conscience que si elle fait ça, elle va foutre beaucoup plus de choses en l'air, en fait, que ça ira pas forcément mieux après, même s'il a envie, etc. Et après, bon, il y a tout un autre contexte que lui, en fait, avant, c'était quelqu'un qui faisait vraiment des escroqueries, en fait, à la base. Et à partir de moment, en fait, lui, il a fait 4 ans en prison avec Summersby, justement, c'est le moment où ils se sont tout dit. Et Ah oui, c'est le Comte de Monte Cristo, quoi, en fait, carrément, là. Peut-être, je sais pas. Ils ont fait 2 adaptations en une seule. C'est ça. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'en fait, qu'il décide vu qu'il sait tout de lui, qu'il va prendre son identité. Et il y a un autre truc en plus, dans ce film-là, c'est que, il y a toute l'idée, vu qu'on est après la guerre de sécession, de l'Amérique, de l'Amérique raciste, en fait, du Sud, parce que Summersby, c'est un propriétaire du Sud, donc il avait des esclaves, etc. D'accord. Et lui, il arrive avec des idées extrêmement progressistes, donc ça fait chier un petit peu tout le monde autour de lui, quoi. Donc il y a le Ku Klux Klan qui va venir faire chier, etc., quoi. Et donc ça fait partie des choses qui vont faire qu'il y a des gens qui veulent dévoiler le fait qu'il n'est pas Summersby, parce que Summersby était un véritable salaud. Bon, sur quoi il battait sa femme, effectivement. Pareil, il avait des problèmes sexuels avec sa femme de la même manière, et surtout, il était extrêmement raciste, quoi. Mais c'est beaucoup plus flou l'arrivée de Summersby dans le village. C'est construit à peu près pareil, hein, le début du film, enfin les 2 films. Et il arrive dans le village, il reconnaît tout le monde. Mais je trouve que c'est beaucoup plus flou le film américain que le film français. Moi, j'ai l'impression que on arrive moins à se dire c'est lui ou c'est pas lui. On est beaucoup plus dans le doute, j'ai l'impression, dans le film américain. Ah, j'ai l'impression de l'inverse, moi, tu vois. Mais je pense que c'est en fonction du premier film que tu vois. Moi, j'ai l'impression dans le film américain, moi, je savais tout de suite que c'était pas lui, enfin que voilà, c'était pas lui. Mais parce que j'avais vu Martin Guerre avant, peut-être aussi. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai vu l'inverse. J'ai vu d'abord Summersby et ensuite Martin Guerre. Ouais. Gabriel, tu l'as vu toi, Summersby ? Non, je ne l'ai pas vu. Parce que je sais pas quel effet ça te fait, toi, là, moi, par rapport aux 2 autres qui, du coup, l'ont vu. Mais j'ai l'impression d'un film où, tout à l'heure, je sentais une morale un peu en filigrane. Là, ça me donne un truc beaucoup plus moraliste, a priori, quoi. Comme si, effectivement, voilà, comme c'est américain, il faut beaucoup plus d'enjeux et on va tout miser sur la morale, quoi. Ça leur a vachement plu, hein, cette idée que, du coup, la morale, ça passe avant la loi. Dieu, machin, tout ça, blablabla. Mais vous me suivez? Et en fait, ça me fait réaliser que quand même là, le film du retour de Martin Guerre, il est tout en simplicité sur ces enjeux-là, quoi. Oui, pour Martin Guerre est beaucoup plus direct, effectivement. Il est beaucoup plus aussi fidèle à l'affaire, mais surtout, en fait, le film américain va être surtout beaucoup plus axé comédie romantique, oui, c'est une histoire d'amour. Vraiment, c'est Ouais. axé sur l'histoire d'amour de Jodie Foster, Richard Gere à fond. Richard Gere, quoi. Si tu peux pas faire un film si tu prends Richard Gere, tu fais forcément un film d'amour, quoi. Pour pas dire voilà, quoi. Mais ouais, il est pas mal, hein, Summersby. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Il est pas mal. J'ai préféré quand même Martin Guerre, personnellement. Mais moi aussi. Mais Summersby, la scène du procès, c'est pareil, où ils en rajoutent en mettant un juge noir, quoi. Donc forcément, c'est encore le truc qui va faire vriller toute l'Amérique raciste, etc. Attends. C'est Dark Vador, le juge. Un juge noir. C'est Dark Vador. Après la guerre de sécession. C'est vrai. Hein. Mais what? Ouais. C'est James Earl Jones, le juge. Ouais, c'est James Earl Jones. Ah oui, d'accord, l'acteur. Ouais, ok. Pour moi, c'est plus pour moi c'est plus le méchant dans Conan le barbare que Dark Vador, mais. Mais comment c'est possible que du coup il y a un juge noir dans une Amérique sécessionniste?
Parce que c'est juste Parce après que la c'est guerre. un film... Parce que c'est un film des années 90. D'accord, ok. Ouais. Parce que je sais pas, je sais pas s'il y a une réalité historique autour de ça. De toute façon, déjà le film ne parle pas d'une réalité historique vu qu'il adapte une histoire française, quoi. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est un autre vraiment du 19e. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Martin Guerre. Finalement, le contexte, il est très différent. Ouais, c'est très 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 différent. Ils sont jugés dans le Nord, peut-être, à New York, un truc comme ça, à minima. Ah non, ils sont en sud. Ils sont en sud. Ah non, parce que quand le juge, quand le juge arrive, il y a tout le monde qui est en train de, enfin, tout le monde est en train de faire un AVC, quoi. Quand le juge arrive, tout le monde fait un juge noir, quoi. Donc bon. C'est clair. Je me dis, attendez, en fait, comme Jean de Thoras, ça passait pas très bien là, le truc en France, tout ça, on va faire en sorte que le fait que le juge, il aime bien le faux Summersby, ça se lise sur sa tête, quoi. Genre, il est noir, l'autre est progressiste, ça peut être que lui. Voilà. Alors, donc, on va tout faire pour essayer de le défendre. Ouais. non, mais c'est. Ouais, non, je sais pas. Bon, en même temps, je viens juste de le voir, mais non, il y a trop de bons sentiments. Je trouve qu'il est je trouve que c'est plus ambigu dans Martin Guerre, même si on aime bien Martin Guerre, il y a plus d'ambiguïté. Il y a moins de. Ouais, vous m'avez pas spécialement convaincu de le regarder. Ouais, je suis mais d'accord. par curiosité, je le fais. Ben, en tout cas, pour moi, il me semble moins. Alors, après, toi, Adeline, tu me diras, mais moi, il me semble moins sceptique. Parce que on est moins dans le truc de la preuve. Enfin, j'ai l'impression. Alors, il y a toujours ce truc du cordonnier. Il y a toujours ce truc de 2-3 détails où il y a un chien qui veut pas forcément le reconnaître comme étant son maître, etc. Mais t'as pas. En fait, c'est pas un enjeu. C'est pas un film de procès. C'est une histoire d'amour. On est centré sur le personnage de la femme et on est en gros avec elle de son point de vue et on passe son temps à se dire qu'est-ce qu'elle va faire et quelle décision elle va prendre. C'est ça. Et l'enjeu du film n'est pas de savoir si c'est vraiment lui ou pas. C'est vraiment pas un enjeu du film. En fait, ça passe rapidement, ça. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, on sait très rapidement que c'est pas lui parce que c'est pas l'enjeu du film de savoir si c'est lui ou pas. Parce que même il y a pas à part 2-3 personnes qui ont des intérêts dans le village. Quand je dis 2-3 personnes, en fait, c'est une personne qui est son frère, enfin le frère de Summersby. C'est la seule personne qui peut pas l'encadrer, quoi. À part lui, dans le village, tout le monde est content qu'il soit là parce que tout se passe bien depuis qu'il est là, quoi. Et donc, en fait, quand il passe en procès, personne ne veut qu'il se fasse condamner, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage de Summersby qui revient ressemble peut-être plus au premier Summersby et il est ambigu, il est un peu alcoolique et tout. Il a des points négatifs alors que Martin Guerre, celui qui revient, le mec est parfait. Là, Summersby, il est pas parfait et c'est là où on se dit c'est peut-être le vrai quand même parce que tout n'est pas rose quand il revient. Hein. Ça peut rajouter quand même alors de la profondeur, de pas montrer ton personnage comme parfait. Ça rajoute du doute en fait. Il y a un moment où il est alcoolique, mais enfin il y a un moment où il picole un peu trop, mais après. T'oublies quand même qu'il est assez violent aussi. Oui, bon. Mais enfin. Comme Martin Guerre, en fait, botte le cul des mecs qui viennent le faire chier. Oui, mais par rapport à la femme, en fait, le film américain, il est vraiment centré sur cette histoire d'amour et la relation entre les deux. Alors que Martin Guerre, c'est à qui il s'aime, c'est pas remis en cause à aucun moment. Ouais. Non, parce qu'après, c'est surtout qu'il est montré extrêmement. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans le film, c'est surtout que même malgré ses défauts, en fait, il se bat contre des salopards, donc c'est pas très grave, quoi. Le coup du mec qui l'a fait égorger, c'est des soldats sudistes, etc. Bon, c'est surtout aussi parce qu'ils connaissent sa vraie identité, donc ils connaissent surtout la vraie identité de Summersby, donc ça le fait un peu chier. Mais après, il se bat contre des mecs du Ku Klux Klan parce qu'il a défendu un noir, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc moralement, ça passe bien, quoi. Il a des excès de violence qui moralement passent bien. Et à un moment, il est alcoolique, mais alors je sais même plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi c'est la guerre. Ouais, quand même, il revient de la guerre. Oui, voilà. C'est ça, ouais. À mon avis, c'est facile, easy. Donc tu vois, c'est des mauvais côtés qui sont quand même assez pardonnés, mais c'est parce qu'on est aussi dans le cinéma américain. Ce personnage, il est hyper sombre alors que Martin Guerre, il l'est pas du tout.
Après, c'est vrai qu'il y a en fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a plus d'émotions dans Somersby que dans Martin Guerre. Dans Martin Guerre, il y a pratiquement pas d'émotion. Il y a pas d'émotionnel. C'est purement rationnel, quoi. C'est ce qui manque dans Martin Guerre. Quand il y en a. Bah, oui, voilà, c'est pour Moi, ça. c'est ça que j'ai pas aimé, hein. C'est ce côté théâtral, à la façon qu'il a, Gérard Depardieu, d'aller coller sa tête contre tout le monde, ça m'horripile, hein, pardon. Et encore, il était pas au moment où il pissait dans des bouteilles, c'est déjà ça. Non, mais c'est vrai que dans Martin Guerre, mais on en revient au début, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est que dans Martin Guerre, il manque un enjeu émotionnel au film. Il y a un enjeu qui est bien posé, qui est ultra rationnel et qui, pour les sceptiques, va leur plaire. Par contre, au niveau attachement émotionnel au personnage, on l'a pas vraiment. Et effectivement, je pense que dans Somersby, il y a un peu plus cet attachement émotionnel parce que les personnages sont peut-être un peu plus humains. Effectivement, Adeline, là-dessus, je te rejoindrai un petit peu plus là-dessus. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais... Oui. Après, moi, j'ai les émotions dans Martin Guerre, mais c'est pas le même genre de film. Martin Guerre, c'est vraiment un film de procès. Et Somersby, c'est un film romantique. C'est une histoire de romance. Ouais, le procès, il arrive quand même assez... Oui. Enfin, le procès, il arrive assez tard dans Martin Guerre, quand même. Mais effectivement, le procès est central. Bah, il arrive tard, mais en même temps, l'interrogatoire de Bertrand est en montage alterné depuis le départ. Donc, on est quand même dans le procès dès le début du film. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Et il arrive en 2 parties. Du coup, il est un peu dilué dans tout le film. Ah oui, le premier procès. Alors, en fait, le premier procès qui finit sur un non-lieu, surtout. C'est vrai, Gabriel, tout à l'heure, t'as dit qu'il sépare les deux personnes pour savoir qui est pour, qui est contre. Et en fait, surtout, là où le juge y arrive, il y a un non-lieu, quoi. Il n'y a pas de preuve, quoi. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de preuve, il y a une accusation qui est faussée parce que vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. Et donc, pour le coup, vous allez payer une amende, quoi. Oui, l'oncle est condamné à payer 500 livres d'amende pour calomnie. Et pour rajouter au côté romantique dans Somersby, il n'y a pas l'oncle. Le personnage d'opposition, en fait, c'est la femme, vu que son mari devait pas... Qui est jaloux, en fait. En fait, elle avait promis d'épouser le pasteur du coin. Et donc, quand Somersby revient, le mec est vénère. Et donc, il va tout faire pour essayer de l'accuser de tous les maux. Donc, c'est lui qui joue vraiment l'accusateur dans Somersby. L'amant. Le promis de la femme. Ouais, parce qu'il n'y a pas toute l'histoire de la mère qui se remarie, etc. Il n'y a pas trop cette histoire-là, pour le coup. Il n'y a pas de famille, en fait, dans Somersby. Il n'y a pas tout ça. Non, de toute façon, c'est une grande propriété. C'est une grande propriété qui appartient de toute façon. Et ils ont que des gens qui travaillent pour eux, quoi. Donc, d'après ce que j'ai à peu près compris. Ok, est-ce qu'on rajoute est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter avant qu'on passe peut-être au mot de la fin En fait, sur percé.com, on peut avoir accès aux Annales du Midi, qui est la revue de la France méridionale. Et dans le numéro 264, il y a donc notamment un article de Nathalie Zemon-Davis, qui est historienne et qui a travaillé sur le film. Et il y a également un article de Jean-François Courouot, qui est spécialiste de la littérature occitane et qui a écrit un article qui s'appelle « Question de langue dans l'affaire Martin Guerre », qui m'a énormément intéressée parce qu'il explique qu'à cette époque, dans le village d'Artigat, on parle le dialecte occitan. Et dans le village d'où vient Arnaud, qui est à 60 km, on parle le gascon. Et que la famille Guerre, à la base, est originaire du Pays basque et donc parle basque. Et il explique, je vous le fais vraiment très résumé parce qu'il explique ça extrêmement bien. Il nous dit qu'en fait, quand les Guerres ont émigré du Pays basque vers le village d'Artigat qui se situe à côté de Foix, ils sont arrivés, ils parlaient basque, etc. Et très vite, ils se sont mis à l'occitan. Et que Arnaud, lui, normalement, il parle gascon. Alors, c'est des dialectes qui se ressemblent, etc. Mais normalement, on est censé voir la différence. Mais il explique que c'est passé crème parce que Corras, par exemple, il s'y est pas du tout intéressé dans son procès à ça. Alors qu'on aurait pu essayer de confondre Arnaud Dutil. En gros, s'il a aucune notion de basque, il est très peu probable qu'il soit de la famille Guerre, sachant que sa sœur a témoigné, on en a des traces, comme quoi elle a des notions de basque, etc. Donc, si sa petite sœur, elle en a, lui qui était plus grand, qui avait 2 ans à l'époque où ils ont immigré dans le village, il aurait dû parler basque, etc. Oui. En fait, c'est passionnant. Que
à l'époque, les gens, ils n'ont pas forcément conscience du dialecte qu'ils parlent. Et vu qu'il n'y a pas d'écrit, ils savent ni lire ni écrire, etc., c'est très difficile d'avoir la notion de est-ce que la langue de l'autre est différente de la mienne. Et il explique aussi qu'à l'époque, les gens qui reviennent de la guerre, quand ils y ont passé plusieurs années, ils ont tellement vu des gens différents, etc., qu'ils ont peut-être appris 2 langues. Et donc, ils ont mélangé plusieurs choses, notamment l'espagnol. Arnaud Dutil et Martin Guerre, ils ont tous les deux été en Espagne. Ils parlent très probablement espagnol. Donc, quand le faux Martin Guerre revient chez lui, en fait, il doit parler une langue bizarre. Et normalement, en théorie, sa famille, elle aurait dû voir qu'il parlait pas comme l'ancien Martin Guerre et qu'il y avait des mots avec des intonations différentes. Et il explique aussi que celui qui était à même de savoir que Martin Guerre n'était pas Martin Guerre, c'est son oncle, qui lui est parti du Pays Basque, il était adolescent et donc il parle basque couramment et que vu que c'est la langue familiale, il aurait pu se mettre à parler à son neveu en basque et voir qu'il ne captait rien. Mais au moment, c'est venu sur le procès et donc ce spécialiste de la langue occitane, il dit que ça aurait été très très simple de résoudre le procès. Il aurait fallu un traducteur ou confondre Arnaud Duty sur les langues et ça aurait été très vite résolu, mais que à l'époque, on s'occupe pas du tout de ce genre de preuves, c'est pas du tout courant dans les procès et donc ça passe totalement à la trappe. Oui. Ouais, c'est quand même drôle que ce Big up soit... à l'Occitanie au passage. Mais en français, on se rend pas compte qu'à l'époque, sous François Ier, les gens ils parlent pas français. L'élite, ils parlent un peu français, ils parlent latin, mais sinon c'est que des dialectes régionaux. Ouais, c'était avant la belle époque de l'Académie française. Il me semble qu'ils ont quand même une espèce de socle commun. C'est pas comme s'ils ne se comprenaient pas du tout entre les régions. Oui. Ça, c'est un peu... D'où la difficulté de savoir que les autres gens parlent pas la même langue que toi. Le dialecte est vraiment très proche. C'est ça. Et C'est dans les intonations de certains mots où si tu es à 60 km séparés, tu vas pas... Il y a certains mots que tu vas pas prononcer pareil, mais évidemment, les gens vont se comprendre. Oui. Alors moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un fait un petit peu glauque, même très glauque. Génial. Qui s'est passé sur le tournage. Le dessert de l'émission. Donc, la cerise sur le gâteau. C'est ça. Et je vais vous parler de Dominique Bessenard, qui est directeur du casting et qui, en fait, à la fin du tournage, en 1981, va engager un figurant qu'il avait remarqué parmi les gens qui voulaient participer comme figurant dans le film. Et ce figurant s'appelle Didier Gentil. Et il se trouve que sur le tournage, Didier Gentil s'entend tout de suite très bien avec l'enfant qui est joué, l'enfant de Nathalie Baye et de Gérard Depardieu. Donc, qui joue le rôle de l'enfant, excusez-moi, c'est pas le vrai enfant dans la vraie vie, mais il s'entend très bien. Un jour pendant le tournage, à la fin du tournage, l'enfant revient avec un gros cocard et des marques de blessures. Donc, la personne, Didier Gentil qui s'entendrait bien avec l'enfant disparaît du tournage et il a emporté pas mal d'objets du tournage. Avec les parents, ils en parlent et tout ça, et ils décident de ne pas porter plainte. Sauf que en 1988, Dominique Besnéard est contacté par la police dans l'affaire Richard Roman. Donc c'est une affaire criminelle française qui s'est déroulée à la Motte du Caire où une petite fille, Céline Jourdan, a été abusée et tuée. Et en fait, il se trouve que Richard Roman a été longtemps accusé de ce crime parce qu'il a aussi avoué, sous la pression des polices, il a avoué le crime. Ensuite, il s'est rétracté. Mais il se trouve que le vrai coupable était Didier Gentil. Oui, le nom m'était familier. Dominique Besnéard garde une grande amertume de ne pas avoir porté plainte contre Didier Gentil. Parce que ce qui se passe dans sa tête, c'est que si Didier Gentil avait été déjà détecté pour des violences sur les enfants, aurait-il tué Céline Jourdan? Ouais. Ça donne envie de faire de la figuration. C'était l'histoire glauque pour terminer l'émission. C'était pas drôle, hein.
Je suis un peu déçu. C'était pas drôle. Et du coup, effectivement, Dominique Besnéard a raconté ça dans ses mémoires, non, du coup? Alors, il a raconté ça dans un livre qui s'appelle Les enfants du cinéma, dans lequel il a été interviewé par François-Guillaume Lorrain. Et lui parle de ça d'une honte. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense qu'il s'en voudra un petit peu toute sa vie. Ouais, ok. Eh ben, intéressant, d'accord. Ça jette un froid. Un peu. Là où ça fait un rappel aussi avec l'histoire de Martin Guerre, c'est que quand le vrai Martin Guerre vient à la fin du procès, ça fait un petit coup théâtral. Il y a eu un petit peu le même coup théâtral dans l'affaire Richard Roman, qui est devenue l'affaire Didier Gentil, parce que en fait tout le monde était persuadé que Richard Roman était le meurtrier, parce que c'était un peu le coupable idéal. Hein. Richard Roman, c'était une personne très atypique. Et en fait, c'est un peu au dernier moment qu'on se rend compte que Didier Gentil est vraiment le coupable, suite à une contre-enquête qui a été menée par le journaliste Lionel Duroy, qui en juillet 1989 publie cette contre-enquête. Mais qu'est-ce qu'il a fait au petit garçon du tournage? J'ai pas compris. Il l'a violenté? Il l'a violenté. Oui. On sait pas vraiment, en fait. Il l'a violenté. Alors, on ne sait pas vraiment ce que... Je vais devoir le redire, c'est horrible. Ce que Dominique Besnéard dit, c'est que l'enfant ne dira pas qu'il a été abusé. D'accord. Ok. Voilà. Qui c'est qui disait ça? L'enfant a assuré qu'il n'avait pas été abusé. Non, je ne le redirai pas. Besnéard. Il paraît que si tu le dis bien 3 fois de suite, tu le fais apparaître. Oui. Bon, ça va, j'ai aucune chance de le faire apparaître alors. Ce sera pour le best-of des émissions, celui-là. Oui, ça c'est clair. Non, mais en plus, c'est pas drôle du tout. Non, pas du tout. Voilà, bon, c'était Affaire sensible en fait ce soir, je crois, avec Fabrice Drouel et pas du tout si. Voilà. Ouais, il va falloir qu'on ouvre un truc à faire sensible. Ouais. Spécial affaire de tournage, tu sais. Alors, je vous propose un petit mot de la fin avant de clôturer cette émission. Geoffrey, est-ce que tu voulais conclure? Non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter sur le film. Très intéressant du point de vue sceptique, à regarder si vous le sentez que c'est pas le genre de cinéma qui peut un peu vous refroidir. Allez-y, foncez. Oui, c'est vrai qu'effectivement ça change des films qu'on fait d'habitude. Adeline, toi, un mot de la fin. Eh ben moi je conseille vivement d'aller voir ce film. C'est un très bon film français, donc faut en profiter. Très français. Donc c'est en noir et blanc, c'est chiant, ça traîne en longueur. Voilà. Oh non. Non, la musique elle est super. Oui, la musique est très très bien du film. Et toi, Gabriel, un petit mot de la fin? Eh bien, c'est un film que je vous conseille de voir. Au point de vue sceptique, c'est tout à fait intéressant. Et malgré sa longueur, moi, j'ai passé un très bon moment. De toute façon, pareil, ouais, de la même manière, c'est un film que je conseille aussi, qui est assez intelligent dans sa manière d'aborder les systèmes, je trouve, de croyances, notamment parce qu'on voit que finalement, le film met bien en lumière ce fait que on croit plutôt en ce qu'on veut croire plutôt que en ce qu'on sait, on va dire ça comme ça, que on va plus facilement croire des choses quand on a intérêt à y croire. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant dans comment c'est mis en place par le film. Et j'avais envie de terminer sur une petite anecdote qui sera pas aussi glauque que celle de Gabriel. C'est que on voit pendant la scène du procès les juges dire à Martin Guerre, enfin à Gérard Depardieu, de s'asseoir sur un petit tabouret. Il faut que lui dire, parce qu'en fait, il faut qu'il reste assis pendant toute la longueur du procès. Il a interdiction de se lever. Bon, ben, bien sûr, il peut pas s'empêcher de se lever pour essayer de se défendre. Mais ce petit tabouret s'appelle une sellette, en fait. Et moi, c'est en découvrant ce film-là que j'ai découvert aussi l'expression être sur la sellette. Je pense que vous connaissez cette expression-là. Quand on est sur la sellette, c'est-à-dire qu'on est prêt à
subir quelque chose de pas très sympa. Et donc ça vient de là en fait, être sur la sellette, c'est-à-dire être sur le tabouret des accusés. Donc pendant les procès alors là je lis au 13e siècle en tout cas dans ces années-là quoi. Voilà pour la petite anecdote supplémentaire. Ça m'a fait pareil avec rendre des comptes. Et ça vient d'où rendre des comptes? Ouais, Quoi? Alors, il paraît que c'est Dominique Besnéard, mais est-ce que ça va bien avec Dominique Besnéard pour rendre des comptes? Non, c'était juste que... Est-ce que Dominique Besnéard a déjà été sur la sellette pour rendre des comptes? Pour mettre ses choses blanches. D'accord. Bon, bah allez. Bon, bah merci. Attends, merci. c'est pas pour rendre les comptes. Ah oui, bah je sais pas, il a pas l'air de vouloir le dire, donc j'ai... Je voulais pas vous spoiler. Non, en fait, c'est juste au moment où, du coup, il demande l'argent à son oncle. Il lui dit, j'ai fait le calcul, vous devez me rendre à peu près 6 000 livres de comptes. Et je me suis dit, ah. Et l'autre, il lui dit, ouais, tu viens me demander des comptes. Avec l'accent et tout, parce que des fois, ils ont pas l'accent du sud quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, j'ai réalisé aussi que c'était probablement à cause de ça qu'existait l'expression. Parce que quand tu partais, tu devais laisser tes terres en rente, du coup, qu'elles rapportaient de l'argent pendant que tu étais par là. Et quand tu revenais, tu demandais des comptes et on te rendait des comptes. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, donc dans le même film en fait. Ok. Ah non, ça j'ai moins. Non, mais attends, c'est toi qui dis ça ou? Oui, parce que finalement, on n'a pas la preuve de ça. C'est ton interprétation. Je l'ai pas fact-checké, mais enfin, ça me paraît assez plausible, quoi. Paye ton sceptique en mousse, quoi. Moi, je suis sûr que tu étais partisan de la thèse du démon à la fin du film. Ah oui. Alors moi, j'ai une anecdote aussi sur le film, c'est avoir foi. Parce que vu que ça se passe près de Foix, je me suis... Waouh, cette fin d'émission est franchement la meilleure qu'on ait faite, je crois. Bravo. on sent la fatigue arrive. Mais heureusement, nous sommes à la fin et surtout, je veux en profiter pour remercier tous les auditeurs qui ont réussi à arriver jusqu'à la fin de l'émission et à écouter Gabriel dire au moins 15 fois Dominique Besnéard. Et donc merci à vous d'être encore là et puis de nous suivre. N'oubliez pas aussi si vous aimez notre travail et que vous voulez le faire connaître, de partager, de liker et de commenter. Si jamais vous avez des commentaires à faire, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. On sera content de vous accueillir. Je voudrais aussi également donc remercier nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Donc merci Geoffrey d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi Adeline aussi d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Et puis merci à toi Gabriel donc pour la découverte de ce film et d'avoir été là aussi pour nous pour le chroniquer. Merci Vivien, merci à tous. Et donc je remercie encore une fois aussi Gabriel parce que je pense que c'est toi qui vas faire le montage de cette émission. Et donc remercie aussi tous les gens qui œuvrent à Cinétique de près ou de loin pour nous faire connaître. Je vous remercie aussi donc voilà pour toute la visibilité que vous pouvez nous donner, les partages, les likes, les commentaires, etc. Et donc n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao ciao. Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit? J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartomanciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font salle comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.